Pendant plus d'un siècle, une question concernant Adolf Hitler s'est restée sans réponse. Non pas ce qu'il a fait ni pourquoi il l'a fait, mais d'où il venait. Son père était né hors mariage. Son grand-père n'a jamais été identifié. Et l'homme qui a bâti un empire sur le mythe de la pureté raciale n'aurait jamais pu satisfaire à son propre critère. En 2010, une étude ADN réalisée sur ses proches a donné un résultat si contradictoire qu'il a fait la une des journaux du monde entier. Et en 2025, le sang prélevé sur le canapé même où il est décédé a apporté une réponse inattendue. Mais cette réponse n'était pas celle annoncée, elle était encore plus étrange. Pour comprendre ce que ce sang a révélé, il faut remonter à un petit village de la campagne autrichienne aux alentours de 1836. Une femme nommée Maria Schicklgruber célibataire et issue d'un milieu ouvrier tomba enceinte. Elle donna naissance à un garçon nommé Alois en juin 1837. Aucun père n'était mentionné sur l'acte de baptême. 5 ans plus tard, Maria épousa Johann Georg Hiedler, un meunier itinérant qui changeait constamment de métier. Il devint le beau-père légal d'Alois. Mais à la mort de Maria en 1847, ce n'est pas Johann Georg qui recueillit le garçon, mais son frère cadet Jan Nepomuk Hiedler, un fermier plus aisé vivant dans le village voisin de Spittel. Nepomuk éleva Alois jusqu'à l'adolescence et lui légua plus tard un important héritage. Près de 30 ans après la mort de Maria, Nepomuk fit une chose étrange. Il réunit 3 témoins, se présenta devant un notaire et jura sous serment que son frère Johann Georg, décédé depuis près de 20 ans, avait toujours reconnu Alois comme son fils biologique. Le curé de Dollar modifia alors le registre des naissances. Le nom de Schicklgruber a été barré. À sa place, une variante orthographique fut inscrite Hitler. La question à laquelle personne ne put répondre alors, et à laquelle personne ne put répondre définitivement pendant les 140 années suivantes, était la suivante: qui était le véritable père d'Alois? Était-ce Jan Georg, le meunier errant? Était-ce Jan Nepomuk, l'homme qui l'éleva, subvint à ses besoins et déploya des efforts juridiques considérables pour modifier son identité? Ou était-ce quelqu'un d'autre? Après la guerre, une troisième possibilité a émergé. Hans Frank, l'avocat personnel d'Hitler, a rédigé des mémoires alors qu'il attendait son exécution à Nuremberg. Il y affirmait qu'en 1930, Hitler lui avait secrètement ordonné d'enquêter sur des rumeurs concernant la famille. Frank prétendait avoir trouvé des preuves que Maria Schicklgruber avait travaillé chez une famille juive du nom de Frankenberger à Graz et que le fils de cette famille, âgé de 19 ans, l'avait mise enceinte. Selon Frank, les Frankenberger auraient même versé une pension alimentaire. Pendant des décennies, les historiens traditionnels ont rejeté cette idée. Leur raisonnement reposait essentiellement sur une seule affirmation, celle d'un historien nommé Nicholas von Pradovich, qui déclarait en 1957 qu'aucun juif n'avait vécu à Graz avant 1856. S'il n'y avait pas de juifs à Graz lorsque Alois a été conçu en 1836, alors l'histoire de Frankenberger s'effondre. Pradovich a répété cette affirmation dans une lettre inédite en 1967 et de nouveau dans une publication d'extrême droite en 1989. Aucun chercheur indépendant ne l'a jamais vérifié, mais cette affirmation s'est ancrée dans le consensus académique comme un fossile enfoui dans les sédiments, considéré comme allant de soi, rarement examiné. Le mystère est ainsi resté entier, mais tu. La plupart des historiens sérieux ont désigné Johann Georg ou Johann Nepomuk comme le père probable. Hitler lui-même, dans Munecom, ne mentionne qu'un pauvre petit paysan comme son grand-père, en une description qui ne correspond à aucun des deux candidats. Il n'a jamais évoqué publiquement ses origines familiales. Lorsque son architecte Albert Speer lui a un jour fait remarquer qu'une pancarte écrite à la hâte avec de la salive portait l'inscription « Le Führer a vécu ici dans sa jeunesse ». Hitler entra dans une colère noire et ordonna qu'elle soit immédiatement retirée. Puis vint l'analyse ADN. En 2010, le journaliste belge Jean-Paul Mulders s'est associé à l'historien Mark Verheeren. Ensemble, ils ont retrouvé la trace de 39 parent paternals de Hitler, encore en vie répartis en Europe et aux États-Unis, dont un petit-neveu nommé Alexander Stewart Houston, résidant à New York. Ils ont prélevé des échantillons de salive et procédé à une analyse du chromosome Y. Ce chromosome transmis de père en fils de génération en génération reste quasiment inchangé. Il constitue une signature génétique directe de la lignée paternelle. Les résultats furent inattendus. Le groupe haplo-identique dominant parmi les proches d'Hitler
était E1B1B. Cette lignée génétique particulière est rare en Europe occidentale. On la retrouve chez environ 9% des hommes en Allemagne et en Autriche, mais elle est beaucoup plus fréquente en Afrique du Nord, notamment parmi les populations berbères du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Elle est également présente chez 18 à 21% des hommes juifs ashkénazes. Les gros titres ont fait la une. Hitler descendait de juifs et d'Africains. L'architecte de l'Holocauste portait l'empreinte génétique des peuples qu'il a tenté d'exterminer. Mais la réalité était plus complexe que ne le laissaient entendre ces titres. Le professeur Michael Hammer de Family Tree DNA a analysé ces mêmes données et a mis en lumière une nuance cruciale. Environ 80% des hommes en Allemagne et en Autriche porteurs du groupe Haplo E1B1B n'ont aucune origine juive. Le groupe Haplo est originaire d'Afrique de l'Est. Il y a des dizaines de milliers d'années et s'est répandu sur plusieurs continents au gré des migrations anciennes. Le fait d'être porteur de ce marqueur ne renseigne en rien sur l'origine ethnique de vos ancêtres récents, juifs berbères, somaliens, ou simplement issus du vaste patrimoine génétique européen ayant intégré ces lignées il y a des millénaires. Le généticien Rezib Khan l'a clairement exprimé, même en Europe, la plupart des hommes porteurs de ce marqueur ne sont pas des juifs ashkénazes. Un autre problème se posait, l'étude de 2010 portait sur les proches d'Hitler. Et non sur Hitler lui-même. Personne ne possédait son ADN direct. Les chercheurs ont donc supposé que le chromosome I du proche était également celui d'Hitler. Cette hypothèse reposait sur une chaîne de paternité ininterrompue remontant à plusieurs générations. S'il y avait eu une seule rupture dans cette chaîne, si le père biologique d'un ancêtre n'était pas l'homme mentionné dans le registre, toute la déduction s'effondrait. En 2019, Leonard Sachs, dans le Journal of European Studies, soulignait même que les méthodes de prélèvement des échantillons de salive ne répondaient probablement pas aux critères de preuve d'une revue de génétique réputée. Ainsi, ce que les historiens avaient en 2010 était une provocation déguisée en conclusion, un signal intéressant provenant d'une source indirecte et amplifié par des gros titres confondant la répartition du groupe Haplo avec l'identité ethnique. Cela nous a révélé des informations sur les origines ancestrales profondes de la lignée familiale Hitler. Cela nous a rien appris de définitif quant à savoir si Adolf Hitler avait un grand-père juif. Il fallait l'ADN d'Hitler lui-même. Et pendant 80 ans, cela a semblé impossible. Au printemps 2009, l'archéologue Nick Bellington s'est rendu à Moscou. Les archives d'État russes conservaient deux objets provenant du bunker de Berlin. Un fragment de crâne percé d'une balle exposée depuis 2000 comme preuve de la mort d'Hitler et un morceau de tissu taché de sang provenant du canapé où, selon des témoins oculaires, il se serait suicidé le 30 avril 1945. Bellington eut une heure pour examiner les reliques. Il préleva de minuscules échantillons des deux. Le fragment de crâne le frappa immédiatement. L'os était fin, la structure anormale. Lorsque son collègue Linda Strauss-Baugh de l'Université du Connecticut a effectué l'analyse ADN, le résultat était sans appel. Le crâne appartenait à une femme probablement âgée de 20 à 40 ans et non à un homme de 56 ans. L'enquête sur le crâne n'a mené à rien contrairement à celle sur le canapé où se trouvait le sang. Cet échantillon de tissu resta en suspense pendant des années. Puis, il parvint entre les mains de Tai King, généticienne à l'université de Bath, célèbre pour avoir identifié les restes du roi Richard III sous un parking à Leicester. À partir de 2021, environ King et son équipe ont consacré plus de 4 ans à extraire, vérifier et séquencer l'ADN du sang retrouvé dans le bunker. Ils l'ont comparé à celui d'un parent masculin de la lignée d'Hitler. Les marqueurs du chromosome Y correspondaient. C'est à ce moment que la question centenaire a commencé à trouver des réponses. Ce match signifiait deux choses simultanément. Premièrement, le sang était véritablement celui d'Hitler. Deuxièmement, sa lignée paternelle correspondait exactement à celle indiquée dans l'arbre généalogique des Hitler. Si le grand-père d'Hitler avait été un individu extérieur à cette lignée masculine, un juif nommé Frankenberger, ou toute autre personne sans lien de parenté avec les Hitler, son chromosome Y n'aurait pas correspondu à celui de son parent connu. La chaîne était ininterrompue. La thèse de Frankenberger, qui avait alimenté les débats universitaires pendant 75 ans, était définitivement écartée. Mais l'ADN avait encore beaucoup à révéler. En collaboration avec des collègues du Pasteur Institute, l'équipe de King a découvert une délétion dans un gène appelé P2. Des variations de ces gènes sont fortement associées au syndrome de Coleman,
une maladie génétique rare qui perturbe les signaux hormonaux nécessaires à la puberté. Chez les garçons, cela peut se traduire par un faible taux de testostérone, une cryptorchidie testicule non descendue, un retard ou une absence de développement sexuel, et dans environ 5% des cas, un micropénis. King a noté que cette découverte concordait avec un document médical de 1923, découvert seulement en 2015, qui mentionnait un cryptorchidie droit pendant l'emprisonnement de Hitler après l'échec de l'offensive de Munich. L'historien Alex Kay, spécialiste de l'Allemagne nazie à l'université de Potsdam, a qualifié la découverte du gène Coleman d'importante à titre personnel après 20 ans de recherche. Personne, a-t-il déclaré, n'avait jamais expliqué de manière satisfaisante pourquoi Hitler était si visiblement mal à l'aise en présence de femmes, pourquoi il n'a presque certainement jamais eu de relations intimes, ni pourquoi il se consacrait à la politique avec un absolu qui excluait toute vie privée. Il a épousé Eva Braun le 29 avril 1945, la veille de leur décès. Elles n'avaient pas d'enfants. L'équipe a également calculé les scores de risque polygénique en comparant les marqueurs génétiques d'Hitler à ceux de 30 individus issus d'une base de données danoise. Diet Diantis, professeur de génétique psychiatrique à l'université d'Aarhus, a constaté que ces scores pour la schizophrénie, l'autisme et les troubles bipolaires se situaient dans le 1% supérieur. Elle a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un diagnostic. Les scores de risque polygénique décrivent des tendances statistiques au sein des populations. Ils ne permettaient pas de déterminer si un individu donné présentait une affection spécifique. Cette distinction est importante, car lorsque le documentaire intitulé « Le profil ADN de Hitler, le profil d'un dictateur » a été diffusé sur Channel 4 en novembre 2025, les critiques ont été immédiates et virulentes. Adam Rutherford, généticien à l'University College London, a qualifié le programme de déferlement de désinformation et de pseudosciences. David Curtis de l'Institut de génétique de l'UCL a averti que le fait d'appartenir à un percentile élevé de risque génétique se traduit souvent par une probabilité réelle très faible de développer une maladie. Tom Booth, bioarchéologue à l'Institut Francis Crick, s'est demandé si l'analyse ADN apportait quoi que ce soit de significatif à la compréhension d'un personnage déjà documenté de manière plus exhaustive que presque n'importe quelle autre personne ayant jamais vécu. L'objection plus profonde était d'ordre éthique. En associant des troubles comme l'autisme et la schizophrénie à la figure la plus détestée de l'histoire, les critiques ont fait valoir que le documentaire risquait de stigmatiser des millions de personnes vivantes atteintes de ces troubles, mais n'ayant rien en commun avec les actes d'Hitler. Philip Alterman, dans le Guardian, a souligné l'ironie amère de la situation en suggérant que les gènes avaient façonné la psychologie d'Hitler. Le documentaire frôlait ainsi la vision du monde même qu'Hitler promouvait. De son côté, King a reconnu la tension. Elle a déclaré que la recherche avait été soumise à une revue scientifique prestigieuse, mais n'a pu donner aucune date de publication. La société de production Blink Films avait choisi de diffuser le documentaire avant son évaluation par les pairs, une décision qui a jeté le discrédit sur des conclusions qui auraient pu autrement redéfinir la compréhension historique. Au-delà des gros titres et de la controverse, il reste quelque chose de plus discret et de plus durable. L'homme qui exigeait la pureté aryenne de tout un continent ne pouvait se conformer à ses propres critères, non pas à cause d'un ancêtre lointain d'Afrique du Nord, comme le suggérait l'étude de 2000 d'Ixney, à cause d'un grand-père juif comme l'affirmait Hans Frank et comme l'a entretenu une rumeur pendant un siècle, mais parce que son propre corps résistait à la mythologie qu'il avait bâti une mutation génétique, un système hormonal dysfonctionnel, une condition qui, selon sa propre politique eugéniste, l'aurait condamné à l'élimination. Try King, Elia dit sans détour. Si Hitler avait pu consulter ses propres résultats génétiques sans en connaître l'origine, et s'il avait appliqué ses propres critères, il se serait presque certainement fait gazer. Aujourd'hui encore, ce tissu taché de sang existe. Ces recherches sont en attente d'évaluation par les pairs. Le crâne retrouvé à Moscou appartient toujours à une femme non identifiée. Et quelque part dans les registres paroissiaux complexes de l'Autriche rurale, le nom du père d'Alois Schickel-Gruber reste introuvable. Si l'ADN d'Hitler nous apprend quelque chose de définitif, c'est peut-être ceci: l'obsession de la pureté du sang a toujours été un mensonge.
Mais à qui appartenait ce mensonge? Était-ce une idéologie à laquelle il croyait ou un mensonge dont il avait besoin précisément parce qu'il soupçonnait ce que pouvait receler sa propre lignée? Si vous voulez découvrir d'autres histoires où l'ADN bouleverse l'histoire, abonnez-vous, car la prochaine est encore plus incroyable que celle-ci.